On va se donner une minute de grâce pour Si les gens rentraient. laisser les gens rentrer et Charles les admettre. Ah, on a dépassé la barre des 100. Je ne pensais pas qu'il y aurait tellement d'adeptes du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Mais si. Bon, alors écoutez, on va commencer. Il est 13h01. Je vois que les gens continuent de rentrer. Donc, un petit mot d'introduction. D'abord, bonjour à tous. Je suis content de vous voir aussi nombreux. Je serais encore plus content de vous voir pour de vrai, mais bon, il va falloir attendre un peu pour ça. Écoutez, d'abord mes excuses pour la fin abrupte de la conférence, de la session de questions-réponses de la conférence de Nathalie Granvaux la dernière fois. On utilisait le compte Zoom du CHU, mais il y avait une autre rencontre prévue à 14h30, donc on s'est fait couper rapidement et depuis on a notre propre compte, donc on ne devrait pas avoir ce problème, même si la séance de questions dépasse un peu le temps prévu. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de fermer les micros et caméras lorsque vous ne parlez pas, que pour poser des questions, tapez sur le lien sur la ligne de chat de conversation, et puis je les lirai à la fin à nos conférenciers. Avant de commencer, juste vous dire, parce que vous avez reçu les chercheurs hier et les membres du personnel aujourd'hui, une invitation pour des rencontres la semaine prochaine. On est en train de préparer un plan de réouverture qui sera évidemment sécuritaire, graduel et très contrôlé. Et puis, l'idée des rencontres la semaine prochaine, c'est de vous présenter le plan et puis surtout de répondre aux questions de tout le monde, ou en tout cas d'essayer d'y répondre. Je n'ai pas encore de date à vous donner. Je sais que c'est la question que tout le monde a. Je n'ai pas de réponse encore. Ça va dépendre de l'évolution de la situation à Montréal, puis ça va dépendre de comment est-ce que de la position de l'université, évidemment. Donc, on est en lien très, très régulier, quotidien, avec tant les autorités ministérielles que l'université, que les autres centres dans la région. Et ça va être le plus vite qu'on peut, mais de manière sécuritaire. Donc, à suivre la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir un duo biblique de deux Emmanuel. Vous en avez deux pour le prix d'un, c'est bon? Quoi? Je n'ai pas Vous en entendu. avez deux pour le prix d'un. Vous avez deux Emmanuel pour le prix d'un, Emmanuel Broquiero et Emmanuel Charbonnet. Alors, Emmanuel Broquiero nous vient de la belle ville de Nice. Elle a été recrutée en 2002 au CHU, mais elle est actuellement professeure titulaire sous octroi à l'Université de Montréal, dans le département de médecine. Son programme de recherche porte sur les physiopathologies pulmonaires et en particulier la fibrose kystique, le syndrome de détresse respiratoire aiguë dont elle va nous parler aujourd'hui, et la dysfonction primaire du greffon après transplantation pulmonaire. Elle est très bien financée par plusieurs organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux, et elle dirige la banque de cellules et tissus respiratoires du CHUM depuis plusieurs années. Elle a également présidé le comité scientifique du réseau en santé respiratoire. Emmanuel Sanzeux Charbonnet, lui, nous vient de Suisse, où il a obtenu son diplôme de MD à Lausanne, puis s'est spécialisé en médecine interne et en soins intensifs. Il est au Canada depuis 2007, d'abord à Toronto à St. Mike's, où il a fait sa spécialisation de façon fellow, et puis également un PhD en sciences fondamentales à l'Université de Toronto. Depuis 2010, il est professeur de clinique, il est maintenant professeur agrégé de clinique à la faculté de médecine à l'Université de Montréal. Il a exercé les soins intensifs dans plusieurs hôpitaux du Québec et
depuis juillet 2019 en fait au CHUM, et c'est un clinicien-chercheur qui contribue beaucoup au travail notamment du groupe canadien d'essais en soins intensifs dans la recherche clinique multicentrique. Merci à vous deux d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice et je vous laisse la parole tout de suite. Ben, merci beaucoup, Vincent, pour cette introduction et pour l'invitation, Nathalie et Vincent. C'est un plaisir d'être parmi vous, même si, comme Vincent, je préférais que ce soit en personne que virtuellement. Donc, en fait, aujourd'hui, bon, ça commence. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est vraiment d'essayer de vous donner une vision générale du syndrome de détresse respiratoire aiguë, en commençant par vous expliquer brièvement, finalement, le fonctionnement du poumon sain, donc dans des conditions non pathologiques, et ensuite de décrire quelles sont les principales caractéristiques du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, pour pas que ça dure 2 heures, ma présentation, on va appeler ça SDRA en français, ou ça peut arriver qu'on dise ARDS en anglais. On va vous montrer aussi en fait quelles sont les principales caractéristiques du SDRA qui peut survenir donc malheureusement chez les patients en COVID-19, puis les modèles en fait expérimentaux qui permettent de mieux les comprendre. Emmanuel ensuite va vous brosser un portrait de la présentation clinique du SDRA, puis on finira par les interventions puis les pistes de traitement. Donc, alors le système respiratoire est divisé au départ en une zone de conduction qui part des fosses nasales pour aller jusqu'aux bronches, avec pour principale fonction d'acheminer l'air, évidemment, jusqu'aux alvéoles, de le purifier autant que possible pour essayer d'éliminer, dans le fond, les pathogènes, principalement grâce à un phénomène qu'on appelle de clairance mucociliaire, au cours duquel les cils, donc des cellules épithéliales, des voies aériennes, vont battre de façon coordonnée pour faire remonter le mucus qui aura emprisonné les polluants, les poussières et les pathogènes pour essayer de les évacuer. Ce mécanisme, en fait, est défectueux, par exemple, chez les patients atteints de fibrose kystique, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux infections. Et eux, d'ailleurs, connaissent depuis longtemps le principe de distanciation physique avec la règle des 2 mètres à respecter que nous, on a découvert malheureusement beaucoup plus récemment. Donc, l'échange des gaz va se faire en fait au niveau des alvéoles, au travers des cellules alvéolaires de type 1. Et cette fonction-là, en fait, pour se faire, va dépendre en fait de l'intégrité de la barrière épithéliale alvéolaire et endothéliale vasculaire. Les cellules alvéolaires de type 2 vont sécréter le surfactant qui va permettre de diminuer la tension de surface et donc d'empêcher de garder les alvéoles bien ouvertes pour l'échange des gaz et empêcher qu'elles se collapsent en fait surtout au moment de l'expiration. Pour que l'échange d'air puisse se faire, il faut garder aussi un environnement exempt de liquide, ce qui est possible grâce à la fonction de réabsorption des ions, comme on voit ici, et qui va entraîner en parallèle une réabsorption de liquide qui se fait donc en fait au travers des cellules alvéolaires de type 1 et des cellules alvéolaires de type 2. Les cellules alvéolaires de type 2 également sont des cellules progénitrices, c'est-à-dire qu'elles vont être impliquées dans la régénération naturelle du poumon, mais aussi dans la réparation des alvéoles après une agression, comme c'est le cas en SDRA. Emmanuel? Oui, bonjour tout le monde. Comme l'a dit Emmanuel, c'est une agression du parenchyme pulmonaire qui provoque une grande inflammation, puis engendre surtout ce qu'on note, c'est une hypoxémie, c'est-à-dire un taux bas d'oxygène dans le sang des patients par la perte de fonction de ce poumon abîmé. Ce SDRA a été décrit pour les premières fois dans la période d'après-guerre sur les inhalations de gaz toxiques et dans les années 60 lors de la prise en charge de blessés graves de guerre, particulièrement au Vietnam dans les années 60. La compréhension physiopathologique ainsi que le soutien respiratoire par ventilation mécanique ont beaucoup progressé dans les dernières décennies. Il a fallu à un moment donné définir ce syndrome, qui est un syndrome basé sur des définitions physiologiques, cliniques et radiologiques. En 1994, il y a eu une première définition. Puis ensuite, en 2012, on a essayé de mettre ça plus serré et plus précis avec une définition dite de Berlin,
qui précisait la liste qui est sur la dia d'infiltration radiologique bilatéraux, une hypoxémie aiguë, la présence de ce qu'on appelle la PEP ou la pression de fin d'expirium, la PIP, qui nécessite une pressurisation du système respiratoire pour oxygéner dans la définition, et un phénomène qui n'est pas entièrement expliqué par l'insuffisance cardiaque. Alors évidemment, on a défini la sévérité de ce SDRA en fonction du rapport de cette PaO2, qui est le gaz dilué dans le sang, et la fraction inspirée d'oxygène. Plus ce ratio est bas, plus le syndrome est sévère. La prochaine diapo montre que depuis 50 ans, il y a une quantité énorme d'informations sur la compréhension de la physiopathologie, des facteurs de risque et de l'épidémiologie qui s'est accumulée. Alors, malheureusement, on a beaucoup de données animales et précliniques. On a eu quelques succès dans la compréhension de la physiopathologie, surtout avec la ventilation mécanique, qui ont été transférés à l'humain. Il y a cependant peu de découvertes pharmacologiques qui ont marché chez les animaux, qui ont été transférées chez l'humain avec un impact positif. Alors, vous voyez dans le tableau que ça brosse un peu une historique des années 60 à aujourd'hui. Et puis, c'est que récemment qu'on a eu des essais cliniques et des interventions qui ont un peu permis de modifier le devenir de ces patients. Puis, on a surtout pu comprendre que finalement, il y a plusieurs phénotypes et puis que différentes causes peuvent avoir un comportement différent pulmonaire. À toi, Emmanuel. Oui, ben, en effet, c'est ça. On parle en fait beaucoup ces dernières semaines, évidemment, du SDRA en lien avec la COVID-19. Mais il faut savoir que ce syndrome, en réalité, peut avoir de multiples causes qui peuvent être soit directes, c'est-à-dire directement au niveau des poumons, ou extrapulmonaires, donc de causes indirectes. Parmi les causes directes, il peut s'agir d'une pneumonie qui peut être bactérienne ou virale, mais aussi une aspiration de liquide gastrique, une presque noyade. Des lésions qu'on va appeler d'ischémie-reperfusion, c'est le cas en transplantation pulmonaire. Puis, parmi les causes extrapulmonaires, ça peut être une septicémie, un trauma avec un choc hémorragique et de multiples transfusions. J'ai oublié un S à transfusion parce qu'il y en a plusieurs. Pancréatique ou intoxication. Et en fait, statistiquement, la pneumonie puis le sepsis restent quand même les causes qui sont les plus fréquentes, comme on le voit donc sur le graphique ici sur la droite. Mais en fait, indépendamment des causes, les principales caractéristiques du SDRA restent similaires, avec une première phase qu'on dit aiguë exsudative, qui va être caractérisée par un dommage de la barrière épithéliale, alvéolaire et endothéliale vasculaire, qui va permettre le passage de liquide en fait depuis la circulation, qui va passer en interstitiel et se rendre éventuellement jusque dans l'espace alvéolaire. Ce liquide est un liquide qui est riche en protéines. On dit qu'on a de l'eau dans les poumons, mais en réalité, ce n'est pas de l'eau, c'est un fluide qui contient aussi des protéines. Donc, c'est cet œdème pulmonaire. Il y a aussi une infiltration de cellules immunitaires inflammatoires comme des neutrophiles et aussi des niveaux élevés de molécules inflammatoires. Vous avez sûrement entendu parler au cours des dernières semaines de cette tempête inflammatoire, de cette tempête cytokinique. Et on voit aussi une baisse du surfactant qui peut donc empêcher, en fait, qui va entraîner un collapse, en fait, éventuellement des alvéoles et une baisse de la compliance pulmonaire, bien qu'on va en reparler tout à l'heure, en fait, avec Emmanuel, mais ce n'est pas toujours le cas dans les patients COVID-19. Va se chevaucher finalement à cette phase exsudative une phase proliférative et avec des mécanismes de réparation qui vont se mettre en branle pour tenter de réparer les lésions qui ont été induites. Par contre, cette réparation épithéliale peut compétitionner finalement avec une phase fibroproliférative qui peut donc conduire à une fibrose. Puis finalement, c'est ça, la résolution rapide de cette phase aiguë et une réparation épithéliale qui est efficace vont être vraiment primordiales avant qu'une fibrose puisse s'établir et entraîner une défaillance respiratoire. En fait,
ces connaissances de la physiopathologie du SDRA là, nous viennent évidemment des observations cliniques, mais aussi beaucoup de résultats de modèles expérimentaux. Puis on m'a demandé plusieurs fois, au cours des dernières semaines, plusieurs chercheurs m'ont demandé mais qu'est-ce qu'on devrait utiliser comme modèle si on voulait expérimentaux, si on voulait pouvoir comprendre le SDRA et éventuellement tester aussi de nouvelles thérapies. Donc, en fait, il existe de nombreux modèles qui ont été développés et comme c'est le cas chez les patients, il y a des modèles qui vont miner les causes pulmonaires directes et puis des modèles indirects avec des modèles de causes extra-pulmonaires. En fait, j'ai représenté ici sur la droite, c'était un recensement à la fin des années 2000 finalement de la fréquence d'utilisation des modèles. Et vous voyez que le modèle qui a été le plus souvent utilisé à cette période-là était vraiment un modèle qui analysait le phénomène de lésion induite par la ventilation mécanique non protectrice. Alors, il faut savoir que pour les patients en syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère, donc ils vont avoir besoin d'être ventilés, c'est nécessaire, mais à l'époque, les ventilations, quand elles étaient moins au point, en fait, pouvaient aggraver finalement les lésions induites au niveau du poumon. Et en partie, grâce à ces modèles expérimentaux, on a pu graduellement évoluer et développer des modèles qui sont beaucoup moins dommageables. Et Emmanuel va vous en reparler. En fait, on utilise maintenant donc, des modèles qu'on appelle de ventilation mécanique protectrice, en fait. Viennent ensuite les modèles d'infection qui peuvent miner la pneumonie avec des lésions aiguës induites en administrant directement au niveau du poumon du LPS ou des bactéries vivantes, moins souvent des virus, puis également des modèles de septicémie où là, l'infection va être systémique. On peut utiliser aussi, comme on le fait nous au laboratoire, des agents toxiques ou chimiothérapeutiques comme la bleomycine. Il y a aussi des modèles de lésions d'ischémie-reperfusion avec la transplantation ou des modèles de choc hémorragique. En fait, chacun de ces modèles récapitule au moins en partie une partie des caractéristiques en fait majeures du SDRA. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun de ces modèles qui est vraiment parfait et qui peut mimer parfaitement ce qui va se trouver chez les patients. Mais c'est sûr que le choix du modèle pourra dépendre qu'on veut étudier, donc en fait une cause directe ou indirecte, puis aussi dépend aussi des paramètres puis des outcomes primaires dans le fond sur lesquels on va vouloir concentrer l'étude en fait. Donc, comme je l'ai dit, il y a moins de modèles viraux qui ont été utilisés, probablement pour des raisons logistiques aussi, c'est plus difficile en fait à mettre en place en fait au niveau des animaleries. J'en ai quand même choisi quelques-uns tout récents. Celui-ci, en fait, est un modèle une étude où les auteurs ont administré par instillation intranasale. Donc, la présentation commence par le nez, comme c'est le cas d'ailleurs souvent chez les patients. Donc, ils ont instillé en intranasal le virus H1N1, donc de la grippe, et ils ont pu observer une perte graduelle des cellules alvéolaires de type 2 au cours du temps. Et la sévérité de l'hypoxémie, c'est-à-dire le manque d'oxygène, et de l'œdème pulmonaire va être dépendante de la gravité de l'infection. Ils voyaient aussi une baisse de la compliance pulmonaire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours observé, comme on va le voir en fait chez les patients COVID-19. Des modèles d'infection à SARS-CoV-1 aussi ont permis d'illustrer le rôle de la réponse à interféron dont Nathalie nous a parlé lors de sa conférence il y a quelques semaines. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, je ne risquerai pas de m'aventurer sur ce terrain-là. Là, je ne suis pas comme Nathalie, je ne m'y connais pas trop en interféron. Mais bon, donc ça pouvait mettre en évidence en fait, le rôle en fait, des interférons dans le SDRA. A été aussi tout fraîchement publié une mise au point d'un modèle, cette fois-ci d'infection à SARS-CoV-2, et effectivement donc le virus qui est impliqué dans la COVID-19. Donc, le virus, dans ce cas-là, a été instillé au niveau nasal et intratrachéal pour se rendre aussi au niveau des poumons chez le macaque, donc au niveau d'un gros animal. Les analyses pulmonaires et histologiques démontrent des évidences de pneumonie, la présence d'un œdème pulmonaire avec une infiltration de cellules immunitaires, des macrophages, des neutrophiles. Et comme ça semble être le cas chez les patients atteints de COVID-19,
SARS-CoV-2 était également détecté en fait au niveau des cellules ciliées de l'épithélium des voies aériennes, donc supérieures, et également au niveau des alvéoles dans les cellules alvéolaires de type 1 et de type 2. Donc, c'est une présentation qui ressemble en fait à celle qu'on a chez l'humain, si ce n'est que dans leur modèle, la pathologie était relativement modérée à la quantité de virus qu'ils avaient instillés. Alors, ce type de modèle pourra vraiment aider à mieux comprendre d'abord la physiopathologie, évidemment, de la COVID-19, la sévérité en fonction de l'âge. C'est ça qu'ils ont fait dans l'étude. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient finalement infecté des macaques plus ou moins âgés pour regarder la sévérité. Ça peut servir aussi à comparer finalement le devenir, en fait, le développement de la maladie en fonction des types de virus qui sont infectés. Vous avez essayé plusieurs. Et évidemment, de tester de nouveaux traitements. Donc, en parallèle de ces modèles animaux, des tissus humains de patients infectés ont également pu être collectés. Alors, sur la gauche, il s'agit d'un patient greffé rénal. J'ai pensé à ma collègue et amie, en fait, Mélanie Diodé, en me disant qu'elle serait contente pas contente parce que c'est triste, mais en fait, elle serait intéressée, en fait, à voir les résultats de cette étude-là, mais elle l'a peut-être déjà lu. Donc, en fait, c'est ça, c'est sur la gauche, on a un patient greffé rénal avec diagnostic de COVID-19. Le patient a dû être ventilé mécaniquement. Malheureusement, il est décédé ensuite de défaillance multi-organes et l'analyse post-mortem du greffon rénal a démontré des évidences de particules virales au niveau des cellules endothéliales. Alors, pareil, à parté, là, on a toujours une compétition, Mélanie et moi. Là, moi, je suis la partie épithéliale, puis elle défend toujours la partie endothéliale. C'est clair que dans ces cas-là, à la fois les cellules épithéliales et endothéliales sont affectées aussi. Sur la droite, c'est un patient avec hypertension, diagnostic de COVID-19, avec une défaillance respiratoire qui a demandé aussi une ventilation mécanique. On voit des évidences d'endothélite au niveau intestinal et aussi une infiltration neutrophile puis des cellules endothéliales apoptotiques au niveau du poumon. Donc, en fait, en plus clairement de l'atteinte pulmonaire épithéliale alvéolaire, il semble vraiment que les cellules endothéliales soient aussi également infectées, inflammées et endommagées. Et ça au niveau de différents organes, ce qui peut entraîner donc des altérations de fonction microcirculatoire systémique. Donc, l'utilisation d'échantillons humains, comme c'est ici, ou d'autres, en fait, à partir duquel on peut isoler. Là, dans ces cas-là, en fait, c'était des analyses post-mortem, en fait, mais quand on collecte des échantillons humains vivants et à partir duquel on peut isoler des cellules et ensuite les mettre en culture primaire, sont également primordiales. Cette photo ici que vous voyez sur la gauche, que je trouve très belle, en fait, a été partagée récemment par un groupe français, en fait, de l'INSERM plus du CNRS, et montre le virus SARS-CoV-2, donc il y a encore celui qui est responsable de la COVID-19, qui est attaché réellement donc, au niveau des cellules des voies aériennes, où donc a lieu le site initial de l'infection. Sur la droite, maintenant, on voit en fait des cultures de cellules alvéolaires de type 2 humaines, en culture primaire, donc, qui ont été infectées, encore une fois, à SARS-CoV-2, puis on voit les granules, en fait, de virus, en fait, les particules virales dans ces cellules infectées. Donc, ce type de modèle de culture primaire va permettre d'étudier les relations entre l'hôte, dans ce cas-là, c'est la cellule épithéliale, et le pathogène pour mieux comprendre finalement son mode d'action. Et en fait, pour ce type d'études, on a la chance, nous, au laboratoire, d'avoir accès, grâce à la collaboration précieuse, en fait, des cliniciens du CHUM, à des spécimens humains que nous mettons en biobanque. On a collecté à ce jour, en fait, avec un travail immense du laboratoire, là aussi, de près de 7000 échantillons. Et ces tissus, puis les cellules nasales, bronchiques et alvéolaires, en fait, que nous isolons et mettons en culture primaire ensuite, proviennent soit de sujets sains ou de patients avec diverses maladies pulmonaires. Et cela nous permet d'étudier les relations entre la cellule épithéliale et le virus, comme on le fait en collaboration avec Nathalie Granvaux, ou également la réponse en fonction des comorbidités, donc avec les maladies pulmonaires préexistantes. On a aussi, comme ça, dans les dernières semaines, vraiment initié plusieurs projets au CRCHUM, avec des collaborateurs déjà qu'on avait déjà avant, Martin Desrosiers, Nathalie Granvaux, puis des nouveaux, en fait, avec donc Petronella Ancuta, Maggie Le Simon Rousseau, avec qui on collaborait déjà, et à Québec avec Éric Boilard puis Louis Famin.
en fait, la valeur aussi de ces échantillons est renforcée évidemment par l'accès aux données des patients. Et on a la chance, on va avoir la chance en fait de pouvoir étendre finalement la quantité de données qu'on va pouvoir collecter grâce au lac de données et à Citadel, puis la collaboration de Michael Chassé. Et aussi, il y a l'équipe d'Actim, en fait, qui nous aide pour pouvoir intégrer finalement toutes ces informations dans la base de données Actim, en fait. On a également récemment mis en place le protocole de collecte des lavages broncho-alvéolaires chez les patients SDRA à l'unité des soins intensifs du CHUM, avec la collaboration d'Emmanuel, en fait, qui nous aide beaucoup, puis de Michael Chassé. Et cette initiative, donc, au niveau des patients RDS adultes, s'enligne complètement, finalement, avec les initiatives, en fait, au niveau de la population pédiatrique, en fait, à Sainte-Justine, avec notre collaboratrice Thémancy. Donc, bien que ces lavages broncho-alvéolaires vont provenir essentiellement de patients à RDS, mais non COVID-19 dans notre cas, ils peuvent être utiles quand même beaucoup pour des études précliniques, dont je vais vous parler plus tard, et aussi pour tenter d'identifier des marqueurs prédictifs ou pronostiques de SDRA. Et en fait, on m'a aussi demandé plusieurs fois là, au cours des dernières semaines quels pourraient être des bons marqueurs, des marqueurs classiques typiques de SDRA. En fait, évidemment, compte tenu de l'atteinte alvéolaire et endothéliale, il s'agit bien sûr de marqueurs épithéliaux, parmi eux des alarmines comme RAGE, HMGB1, des protéines du surfactant, des marqueurs aussi endothéliaux, des cytokines, donc toujours cette fameuse tempête cytokinique avec des marqueurs typiques, en fait, TNF, IL1β, IL6, IL8. Et des NET aussi qui viennent des neutrophiles, puis également aussi des marqueurs de coagulation puis de fibrinolyse, en fait. Donc, nous, c'est vraiment donc plus une biobanque au niveau des spécimens, en fait, donc respiratoires, mais pour étudier plus spécifiquement, dans le fond, les marqueurs spécifiques, y compris génétiques, de patients de COVID-19, qui vont développer ensuite ou non un SDRA, en fait, a été mis aussi en place une biobanque québécoise de la COVID-19 qui va collecter des échantillons, mais plus spécifiquement de sang. Cette fois-ci, en fait, il y aura peu ou pas d'échantillons respiratoires. Donc, c'est une initiative pan-québécoise qui est dirigée par Vincent Moser à McGill, Simon Rousseau pour le réseau de santé respiratoire. Puis au niveau du CHUM, c'est Daniel Kaufmann, Michael Chassé, Alexandre Prat et Madeleine Durand, en fait, qui sont responsables pour la partie CHUM. Et puis, en parallèle, en fait, a aussi été mis en place une initiative pan-canadienne, donc à Toronto, et également, en fait, avec la coordination du CDTRP avec Mélanie Denet chez nous, ici au CHUM, et puis le Canadian Blood Services avec David Hertel, pour étudier plus spécifiquement la sous-population à risque de patients immunosupprimés transplantés. Donc, toutes ces initiatives, qu'elles soient au niveau respiratoire ou vraiment sanguin, en fait, spécimen sanguin COVID-19 puis RDS, je pense, en fait, ça sera vraiment des atouts précieux pour mieux comprendre la COVID-19 puis la RDS, et dont Emmanuel, là, maintenant, va nous expliquer plus la présentation clinique. Donc, depuis plusieurs semaines, il y a une quantité de littérature importante qui est produite avec des indices et de nouvelles connaissances sur l'effet du virus dans le parenchyme pulmonaire. On avait déjà vu, je pense, ce schéma avec Nathalie Granvaux il y a quelques semaines, publié le 27 mars, qui montre qu'il y a une tempête cytokinique et lymphopénie associée qu'on retrouve en clinique et chez les patients. Évidemment, la RDS sera dans la case rouge, là, avec... Effectivement, c'est un organe fragile, le poumon, avec, lors de l'intrusion du virus, une réponse de l'hôte à cette agression qui va essayer de détruire le virus, mais qui va faire beaucoup de dommages collatéraux et qui va empêcher cet organe de fonctionner normalement. Depuis, les données humaines, théoriques et scientifiques se sont un peu accumulées. Moi, je vais vous soulever quelques points, surtout avec la perspective du clinicien dans les prochaines diapos. Donc, dans la prochaine diapo,
Tout d'abord, juste pour poser un petit peu la toile de fond du syndrome de détresse respiratoire, ce qu'on connaît de l'étendue du SDRA et de la pratique des cliniciens avant la COVID-19, elle est bien illustrée par cette grande étude d'envergure internationale qui s'appelait LungSafe, qui était multicentrique, prospective dans 50 pays durant 4 semaines consécutives en hiver 2014 dans 459 unités de soins intensifs. Donc, ce qu'ils ont révélé, c'est qu'avec les critères de Berlin, à peu près 10% des patients en soins intensifs ont les critères d'un SDRA et ça concerne à peu près 24% des patients ventilés. Un petit mot, ils ont regardé aussi à quelle fréquence les cliniciens étaient capables de reconnaître le SDRA. C'était moins efficace que l'algorithme des critères de Berlin. Donc, ce qu'on retrouve dans le premier tableau à gauche, c'est qu'effectivement, c'est essentiellement des pneumonies et des sepsis, donc des infections sévères extrapulmonaires qui sont les causes du SDRA, parfois des aspirations bronchiques, puis il y a toutes sortes d'autres causes, et puis parfois on ne trouve pas de cause déclenchante évidente. Donc, ils ont aussi décrit les médianes de ventilation qui sont probablement plus grandes et plus allongées dans la COVID et la survie qui était à peu près de 40, la mortalité pardon, qui est à peu près de 40-45%. Mais se souvenir que c'est une photo dans le temps et que ça peut changer très rapidement comme on en a la preuve ces jours. Donc là, le premier rapport qui nous vient de Chine sur les facteurs de risque et caractéristiques dans la COVID-19 nous montre que, bon, tout d'abord, c'est des séries, c'est souvent des cas publics qui sont fragmentés et largement incomplets. Ça peut paradoxalement transférer des infos dans les médias qui sont parfois biaisées. On en a eu un aperçu avec la série new-yorkaise qui a été diffusée dernièrement. Ici, donc de la ville de Wuhan, on note essentiellement une population majoritairement inférieure à 65 ans, dans 80% des cas. C'est une petite série de 201 patients. Chez nous, on a plutôt des gens qui ont tendance à être plus âgés. Évidemment, là, il y avait une petite partie de ces gens avec une pneumonie du COVID qui étaient aux soins intensifs et puis en ARDS. Donc, on a pu quand même identifier des facteurs de risque ou des facteurs qui étaient présents dans le SDRA ou qui faisaient que les patients évoluaient vers un SDRA. Il faut être prudent, ce sont des comparaisons univariées, bien évidemment, mais le fait d'être plus âgé, d'être un individu masculin, le fait d'avoir des comorbidités comme l'obésité, les maladies pulmonaires chroniques, l'hypertension, et puis des paramètres sanguins comme la neutrophilie, la lymphopénie, et des signes d'inflammation, d'activation de la coagulation étaient aussi des éléments qu'on retrouve chez les patients qui développent un SDRA. Donc, dans la prochaine diapo, on a des tissus qui ont été d'autopsie qui ont été pris chez les patients décédés. Malheureusement, à la Nouvelle-Orléans, à gauche, là, on voit un poumon qui est œdémacié, plein d'hémorragie, qui est très lourd, et puis qui présente, vous voyez les petites flèches blanches, des thrombus. Il y a aussi, je suis désolé, mais je pense qu'il y a eu un problème avec l'image, mais la notion de dommages alvéolaires avec des membranes hyalines qui seraient classiques de la RDS dans l'histologie à droite, et puis des dépôts de fibrine, des thrombis de fibrine et des dépôts aussi extra-alvéolaires. D'autres groupes ont noté sur un tissu prélevé après décès, en dessous, la présence de neutrophiles et les fameux NETs, qui sont des neutrophiles qui éclatent au niveau des alvéoles, et puis beaucoup d'infiltration neutrophilaire dans les bronches. Évidemment, l'agression du virus fait qu'il y a une armée de cellules inflammatoires qui viennent au niveau du tissu pulmonaire. Donc, la prochaine image, publiée par un groupe français, montre dans le petit carré en haut à gauche un patient qui était décédé plus précocement. Et puis là, on voit qu'effectivement, c'est plutôt une infiltration alvéolaire lymphocytaire,
une petite hyperplasie des pneumocytes de type 2, mais on n'a pas l'image classique de la RDS qu'on connaît, ce qui pourrait expliquer peut-être les caractéristiques mécaniques différentes qu'on note chez certains patients. Je vais vous présenter ça après. Mais évidemment, ce qu'ils ont découvert, c'est aussi du tissu conjonctif dans le carré à droite en haut et puis en bas à gauche, du tissu conjonctif intraluminal dans les bronchioles qui pourrait ressembler à une bronchiolite oblitérante et puis des pneumonies organisantes, ainsi que dans le carré en bas à droite, des atteintes de l'endothélium avec de l'œdème et des vacuolisations cytoplasmiques qui pourraient expliquer l'atteinte qu'on note dans la prochaine diapositive. Effectivement, on note beaucoup de thrombie puis d'activation de la coagulation chez ces patients. Alors, évidemment, il y a plein de cascades qui peuvent être impliquées dans l'activation de la coagulation, l'endothélite qu'on a notée chez ces patients. Est-ce que les neutrophiles qui relarguent ces espèces de filets qui contiennent de l'ADN qui s'appellent les NETs, qui peuvent activer la coagulation, seraient responsables? Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est une vieille histoire avec de nouveaux acteurs, parce que dans les années 80, sur les radiographies que vous voyez à droite, là, on faisait des angiographies, puis on avait déjà des interruptions de la perfusion avec des thrombites chez les patients qui avaient des ARDS dits classiques, et on leur donnait parfois de la thrombolyse pour désagréger le caillot, pour permettre la perfusion. Évidemment, là, on a une maladie beaucoup plus agressive qui produit ce phénotype de coagulation et de thrombus peut-être de manière plus importante. Alors, en termes de recherche, ben, il y a eu pas mal de recherches sur les agents thrombolytiques, mais aussi l'héparine inhalée ou IV, qui a été fait chez l'animal. Ça n'a pas vraiment passé chez l'humain de manière convaincante, quoiqu'en ce moment, avant la COVID, il y a une étude qui s'appelle HALO, dans le choc septique, qui randomise les patients à l'héparine intraveineuse ou pas, qui était déjà présente pour les patients en choc septique, puis qui pourrait peut-être bénéficier les patients en ARDS. Nous, en clinique, on a une approche qui est très préventive, où on utilise des bas-poids moléculaires pour prévenir les thromboses à plus haute dose. On recherche les embolies pulmonaires de manière active, on en trouve pas mal. Et puis, il arrive même parfois que de manière empirique, on commence de l'héparine avant les examens parce qu'on a des patients très hypoxémiques, malades, et on a plutôt tendance à être anticipatif dans ces traitements. Vous avez au bas de la diapositive un lien qui est très intéressant d'un groupe anglais qui met à jour les connaissances et les données probantes sur la COVID-19. Donc, dans la prochaine dia, quels sont les potentiels d'intervention, de prévention et les étapes physiologiques modifiables? Comme intensiviste, on a la possibilité d'intervenir à plusieurs étapes. Certainement qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas changer, l'âge du patient, son ethnie, le polymorphisme génétique qu'on connaît maintenant dans le SDRA, la cause initiale. D'habitude, ça peut être le choc septique, une chirurgie thoracique, mais là, le virus est déjà présent. Évidemment, quand on aura des évidences plus convaincantes pour l'effet du remdesivir, par exemple, ou d'autres pharmacothérapies, ça nous permettra d'être en amont du dommage sur le parenchyme pulmonaire. Mais des choses qu'on peut faire, nous, comme intensivistes, c'est on prévient l'utilisation des transfusions excessives, la gestion de la réanimation, elle a beaucoup évolué ces dernières années. On peut donner des antibiotiques pour prévenir la surinfection. Et puis, on peut aussi avoir des stratégies de ventilation adéquates. Donc, on est impliqué, nous, dans des stratégies d'oxygénation, de support. On fait du support d'organes aux soins intensifs, sous forme de ventilation pour les poumons. Et puis, pour les autres organes, on a d'autres types de supports afin d'essayer de modifier les issues cliniques. Donc, c'est ce que je vais vous présenter un peu dans les prochaines diapositives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les composantes classiques du SDRA, elles sont, je vais vous en donner un aperçu là, simplement, déjà, qu'est-ce qui se passe dans les poumons? Emmanuel vous a déjà en partie expliqué, mais si vous regardez le scanner qui est à gauche, le poumon en noir est celui qui est encore un peu aéré. Le reste, c'est des infiltrats, puis il y a du blanc, parce que c'est comme une éponge imbibée, toute l'eau s'accumule sur le bas, et il y a une sorte de gradient gravitationnel qui fait que les alvéoles postérieures qu'on voit en bas, près de la colonne vertébrale, sont pleines de liquide et ne sont pas aérées.
Donc, il y a un volume, reste sur la diapo, Emmanuel. Reviens en arrière, oui. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus beaucoup de poumons aérés, puis c'est le concept du baby lung. C'est un volume restreint de poumons aérés qu'on doit ventiler avec notre ventilateur. C'est un concept qui était d'abord anatomique, mais qui est devenu fonctionnel parce qu'on a noté qu'il y a des zones intermédiaires, la transition entre le noir et le blanc, qui pouvaient être réouvertes avec nos stratégies de ventilation, c'est-à-dire recrutables, comme on dit en clinique. Emmanuel en a déjà parlé un petit peu, mais si ce poumon aérable est finalement un baby lung à l'intérieur d'un poumon d'adulte, il va y avoir une diminution de compliance. Si vous suivez la ligne qui est tracée sur le chemin au milieu puis qui descend de droite à gauche, si vous diminuez le volume qui peut être aéré par la ventilation, vous allez diminuer la compliance. La compliance, c'est que si vous devez entrer un certain volume, normal chez un adulte, mais qu'en fait, le poumon qui peut être aéré est beaucoup plus petit, vous devez donner des pressions énormes pour faire rentrer ce volume. Et si vous rentrez un volume normal, les pressions vont augmenter de manière importante. Et c'est ce qui fait qu'on doit être attentif à nos réglages de ventilateur. Moi, je donne toujours à mes enfants, pour expliquer la compliance, l'exemple du ballon d'anniversaire qu'on essaie de souffler en devenant violet pour essayer de rentrer du volume dans le ballon. Ça, c'est une base compliance. Donc, à droite, un petit aperçu de la physiologie des échanges gazeux. La circulation sanguine qui traverse le poumon, si elle traverse une alvéole, comme le sang qui est désoxygéné en bleu arrive vers une alvéole où il n'y a pas de possibilité d'échange et d'aération parce qu'elle est remplie de liquide, ben le sang ne va pas être oxygéné, il va passer tout droit. C'est ce qu'on appelle le shunt, ça va diminuer l'oxygénation du sang. S'il rencontre une alvéole normale, il va s'oxygéner. S'il rencontre une alvéole qui est aéré, mais qui, pour des raisons diverses, reçoit pas de flux sanguin, ben, il ne va pas pouvoir éliminer son CO2, ça s'appelle l'espace mort. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Il y a des pressions dans les voies aériennes, il y a de la vasoconstriction, les vaisseaux qui réagissent à l'oxygène bas ou au CO2 haut, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des mismatchs dans la ventilation et la perfusion, et puis les thrombies et tous ces phénomènes peuvent mener à de l'hypertension pulmonaire qui peut avoir une conséquence sur le cœur droit qui pompe le cœur à travers le poumon, donc compliquer le management de ces patients. Donc, dans la dia prochaine, j'aimerais introduire le concept euh, euh, d'éviter le dommage au poumon avec le ventilateur. Ça s'appelle le Ventilator Induced Lung Injury. C'est connu depuis les années 70-80. Surtout Art Slutsky à Toronto a bien décrit ça. Donc, les stratégies modernes de ventilation visent à minimiser les lésions induites au poumon par la ventilation. Donc, on connaît une partie des mécanismes maintenant au biotrauma. Au biotrauma, sur le schéma à gauche, montre que les alvéoles, si on les stretch, si on augmente la pression transalvéolaire, on va mener à de l'inflammation, à de la lésion pulmonaire qui va peut-être aggraver le problème respiratoire, aggraver l'inflammation pulmonaire et même, on le sait aujourd'hui, avoir des conséquences sur d'autres organes. Donc, pour limiter ça, on va nous toucher différents réglages sur le ventilateur. Vous voyez un exemple au milieu où on va surtout diminuer les pressions qui sont imprimées au système respiratoire. Et puis, on va utiliser également cette pression de fin d'expirium qui s'appelle le PEP pour essayer de gagner un petit peu les zones de transition puis les aérer un peu. Comme vous le voyez dans le schéma à droite de scanner, il y a un individu, donc c'est à gauche, qui est recrutable. Donc, il a poumon noir peu aéré, il y a beaucoup d'alvéoles qui sont collabées, puis si on monte un petit peu la pression en fin d'expérience, on vient réouvrir le poumon, augmenter l'aération, améliorer les échanges gazeux et, dans une grande partie des cas, améliorer l'oxygénation. L'exemple à droite montre une pneumonie consolidée avec un poumon déjà bien aéré. Si vous imprimez une pression supplémentaire à ces alvéoles, vous allez les distendre, vous allez faire du dommage, mais vous n'allez pas améliorer l'oxygénation. Donc, sur l'image suivante, la découverte du concept de biotrauma et du baby lung a permis d'éviter ce qu'on vivait souvent dans les années 80-90, où on poussait du volume et de la pression dans les poumons, puis on faisait du trauma. On faisait ce qu'on appelle des pneumothorax, où le poumon éclatait et l'air s'en allait entre le thorax et le poumon. Vous le voyez à la base droite du poumon. Et on devait mettre des drains thoraciques à tout le monde, et c'était clairement pas la bonne approche. Un prochaine diapo. Donc, notre prise en charge, elle comprend entre autres des traitements de la cause, lorsqu'on peut.
et des supports non invasifs d'oxygénation. Comme l'exemple, vous voyez, le monsieur, là, il a de l'oxygène à haut débit. Mais évidemment, on en traite quelques-uns des patients avec la COVID, avec ce système-là. Mais on est très attentif à parce que la plupart de ces patients sont hypoxémiques, mais ils sont tout à fait calmes et ils ne ressentent pas de détresse respiratoire. Mais quand ils ont du tirage, de la détresse, on est très attentif à ne pas les laisser faire et à les intuber parce qu'ils peuvent endommager eux-mêmes leurs poumons en faisant des grandes inspirations. Ce qui a diminué surtout la mortalité chez les patients en SDRA avec la ventilation, c'est la ventilation protectrice. On limite le volume d'air qui rentre dans le poumon par le ventilateur et les pressions qui sont imprimées au poumon. La deuxième stratégie qui sauve des vies, c'est ce qu'on appelle le décubitus ventral. Je vais vous mettre un petit schéma après. Ça a permis de sauver pas mal de vies. La durée de ventilation peut être par contre raccourcie par la gestion restrictive de fluides quand on réanime les patients, et puis ainsi que la gestion de la sédation. Quand la situation s'est calmée, on met moins de sédatifs au jour d'aujourd'hui que dans le passé, même si quand le patient est très malade, on n'a pas le choix avec la COVID-19. Il y a d'autres stratégies plus avancées dont je ne parlerai pas aujourd'hui, comme la circulation extracorporelle pour oxygéner, qui peuvent bénéficier à des patients, mais bien sélectionnés. Donc, pour expliquer un petit peu le décubitus ventral, parce que certains passent dans nos services puis voient des gens sur le ventre. Donc, vous avez un petit schéma qui montre que le poumon, quand on est sur le dos, il a surtout des alvéoles collabées en postérieur, puis qui n'est pas aéré avec le violet foncé. Et puis, la perfusion sanguine qui passe à travers ces alvéoles qui ne sont pas aérées fait qu'il y a un shunt, puis qu'il y a une hypoxémie. Puis quand on met les patients sur le ventre, ben, étonnamment, avec la configuration du thorax, on ouvre un peu plus les alvéoles qui sont en postérieur, pardon, tout en laissant relativement bien ouvertes les alvéoles qui sont antérieures. Et puis, comme la perfusion se redistribue au sein des alvéoles, on gagne sur je ne voulais pas le dire en anglais, on gagne sur l'appariement pardon, entre la ventilation et la perfusion qui permet d'améliorer l'oxygénation et les échanges gazeux. Dans la prochaine, j'aimerais vous présenter un peu ce qu'on a observé dans la COVID. Dans la COVID, comme je vous ai dit, les patients sont très hypoxémiques, ils ont peu de détresse pour une partie d'entre eux. Donc, ils ont sur le schéma que vous voyez en bas à gauche, c'est une équipe italienne qui a rapporté ça. Ça représente le fameux rapport de la PaO2, le sang dans l'oxygène dans le sang et la fraction aspirée d'oxygène. Puis, vous voyez, la plupart sont en dessous de 200 CPF ratio et même en dessous de 150, donc sont très sévèrement hypoxémiques. Mais ils ont, pour certains, peu d'atteintes classiques d'ARDS, comme vous le voyez à droite sur le scanner. Les atteintes classiques, ça serait cette éponge et puis ce gradient d'atteinte alvéolaire. Eux, ils ont parfois ce qu'on appelle un type 1 ou un type L, une hypoxémie sévère avec surtout du verre dépoli, un petit peu en périphérie puis un petit peu en postérieur, mais pas le gradient puis l'atteinte alvéolaire classique. Et puis des propriétés mécaniques qui ne sont pas semblables au baby lung, avec des pressions qui sont très basses et des volumes insufflés facilement. Ils peuvent développer ensuite le type 2, qui est le type H, qui est plus vers l'ARDS classique, avec le gradient d'atteinte alvéolaire, les zones postérieures qui sont remplies de liquide, et là, des propriétés mécaniques qui ressemblent plus à l'ARDS, au SDRA classique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'ils sont très hypoxémiques? Je pense qu'on n'a pas encore assez de données aujourd'hui. On pense qu'il y a des troubles de la vasoconstriction hypoxémique. Il est possible que la non-perte de membrane hyaline, l'absence de membrane hyaline, pardon, et la non-perte de surfactants, comme on le voit sur la première histologie du groupe français que vous avez montré, pourrait expliquer en fait qu'il y a moins de collapsus et puis qu'il n'y a pas les propriétés mécaniques classiques du SDRA, mais quand même, il y a une hypoxémie sévère. Les thrombies pourraient jouer un rôle. Il faut qu'on investigue pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, dans la dia suivante, donc dans la recherche des traitements pharmacologiques anti-inflammatoires, évidemment, c'est les stéroïdes qui ont été le plus testés. On en parle depuis très longtemps, je dois vous avouer. On a des effets, quand on regarde un peu toutes les études ensemble sur la durée de ventilation et le séjour des soins intensifs, sur la mortalité, il y a encore de la controverse, on n'en est pas certain.
Il y a une étude actuellement qui s'appelle REMAP-CAP qui inclut cette intervention de manière multicentrique. C'est compliqué parce que les entités se superposent. Les pneumonies, les sepsis sont souvent inclus dans les corps d'ARDS. Il y a cependant une étude récente là, sur l'image suivante, la DEXA-ARDS, qui avait 70% de sepsis et de pneumonie et qui montrait, elle, un effet sur la mortalité. Si vous regardez l'avant-dernière colonne, avant le P, on a un effet sur la diminution des toutes causes de mortalité à 60 jours, la mortalité de l'hôpital, la durée de séjour et de ventilation. Qu'est-ce qu'ont apporté les modèles animaux? Beaucoup de compréhension, mais quand on regarde l'exemple à droite là, du laboratoire d'Emmanuel Broquero et Yves Berthiaume, c'est un modèle à la bléomycine. On injecte de la bléomycine dans les voies respiratoires des animaux. Ça crée une très grosse inflammation pulmonaire. Mais si vous regardez la colonne, la deuxième colonne, qui est les animaux qui subissent ce dommage, puis la dernière colonne où on donne de la dexaméthasone, on n'a pas vraiment d'effet sur le score de dommages pulmonaires. Il est même plus grand. Et puis, il y a sur le schéma en dessous une diminution de la réparation alvéolaire. Donc, c'est ça, ça illustre la difficulté de comprendre des mécanismes au niveau des expérimentations animales, le transférer chez l'humain. Puis, des fois, on a des résultats qui sont un peu différents. Et le timing d'administration des médicaments est aussi difficile à reproduire chez l'humain quand c'est évidemment contrôlé chez l'animal. Donc, Emmanuel va vous présenter d'autres potentielles cibles de traitement. C'est ça. Dans le fond, si on reste dans l'idée d'agir au niveau de l'inflammation, il y a des thérapies anti-inflammatoires qui pourraient aussi cibler cette fois-ci plus spécifiquement les cytokines typiques qu'on retrouve en SDRA dans la phase exudative, comme le PNF-alpha, IL-1, IL-1-bêta, IL-1R, IL-6 en fait. Et plutôt que ce que Emmanuel vous a présenté juste avant, donc avec des effets plus large spectre avec les stéroïdes. Donc, est sorti tout récemment, en fait, cette semaine, les résultats d'une étude clinique, d'études cliniques de phase 2 et 3 avec une drogue anti-IL-6, en fait. La première était une étude de phase 2 qui comportait 126 patients de COVID-19 sévère qui nécessitaient un support en oxygène, mais qui n'avait pas été ventilé de façon mécanique. Et malheureusement, on a vu chez ces patients-là une aggravation dans le groupe traité, donc qui comportait les pires outcomes versus le placebo. La deuxième étude est une étude de phase 3 sur 276 patients, où dans ce cas-là, on ne voyait pas d'aggravation, mais pas non plus d'amélioration très flagrante, trop encourageante, à part dans un groupe de patients qui étaient vraiment en état critique, ventilés à l'unité des soins intensifs et qui avaient été traités avec la plus forte dose donc, de l'anti-L6. Donc, en fait, je pense que l'étude a été discontinuée, si ce n'est pour les patients donc, qui étaient vraiment en état critique et qui seront traités avec la plus forte dose, en fait. J'ai vu ce matin, alors je n'ai même pas encore pu réussir à accéder en fait à l'article, mais un post en fait de l'équipe en fait d'Ariel Corvol en France qui rapportait aussi un résultat encourageant avec le tocilizumab qui est un anti-IL-6 aussi, mais j'ai pas le temps encore vraiment d'accéder, mais ça avait l'air intéressant. En fait, il pourrait y avoir des analogues anti-IL-6 ou anti-IL-1-bêta en fait qui pourrait être intéressant parce qu'il pourrait potentiellement être plus efficace en conservant l'effet cytoprotecteur en fait d'IL-6. Et d'ailleurs, on va collaborer à une étude avec Sylvain Chemtop à Sainte-Justine qui vient tout juste d'être préapprouvée. Il y a d'autres études qui se sont concentrées à essayer de tenter de favoriser la résorption de l'œdème pulmonaire en ARDS en utilisant des agonistes bêta-2 pour essayer de stimuler, dans le fond, les transporteurs, en fait, spécifiquement, pas spécifiquement, mais plus précisément, en fait, le canal sodikinac et la pompe éthanaca-ATPase, qui jouent un rôle crucial donc, dans la réabsorption ionique et donc en parallèle de la clairance liquidienne alvéolaire au niveau des cellules alvéolaires de type 1 et de type 2. Malheureusement, malgré des résultats expérimentaux encourageants, ils se sont avérés inefficaces en clinique, comme le montre cette étude ici sur la droite, en fait, avec le salbutamol, qui n'a pas permis de démontrer d'amélioration de la survie.
une explication possible, en fait, vient des études menées dans le groupe de Libertium qui démontraient, en fait, une baisse de l'expression de INAP dans ce modèle-ci étant un modèle, en fait, où on développait un œdème pulmonaire suite à une transplantation pulmonaire dans un modèle chez le chien. Ils voyaient également le même type de baisse de INAC suite à une exposition à un environnement inflammatoire avec du TNF ou infectieux avec du LPS. Et donc, on peut imaginer en fait que si réellement l'expression de la cible qu'on touche est diminuée, bien, effectivement, les traitements vont être moins efficaces. Une autre explication pourrait résider dans l'atteinte de la barrière épithéliale, en fait. Et pour utiliser une image simple, si vous imaginez être dans un canot là, qui est en train de prendre l'eau, si vous essayez d'écouper l'eau avec une petite tasse à café, là, ça fonctionnera probablement pas tant que votre canot est plein de trous. Ben là, c'est pareil en RDS. Si on ne répare pas la barrière épithéliale, vous avez beau essayer d'utiliser des stratégies qui vont essayer de stimuler INAC, en plus son expression est diminuée. Si la barrière est lésée, ça ne fonctionnera pas. Donc, en fait, je pense que probablement la plupart des thérapies ont probablement échoué parce qu'elles visaient simplement un aspect du SDRA, seulement l'inflammation ou seulement l'œdème. Mais en réalité, c'est vraiment crucial de restaurer aussi l'intégrité fonctionnelle de l'épithélium alvéolaire pour résoudre finalement rapidement la phase exudative. Et pour cette raison, on s'est tourné en fait au laboratoire vers des cibles qui favorisent la réparation épithéliale, notamment les canaux potassiques. Et on a pu démontrer finalement qu'en stimulant ces canaux dans des cultures primaires de cellules alvéolaires humaines, on arrivait à stimuler la réparation épithéliale et ça malgré l'exposition à des lavages broncho-alvéolaires, donc néfastes de patients à RDS. Et en fait, dans les modèles in vivo, on a aussi démontré en fait que lorsque les souris étaient traitées avec ces modulateurs-là, on allait diminuer finalement l'atteinte alvéolaire en phase aiguë et empêcher le développement de fibrose après. Ensuite, on voyait dans le groupe non traité par rapport au groupe traité, on voit aussi moins de cellules inflammatoires dans les alvéoles, on voit une baisse du niveau des cytokines et dans un autre modèle, on voit aussi une baisse en fait de l'œdème pulmonaire. Donc, on pense vraiment que de telles approches qui simuleraient non pas une, mais plusieurs caractéristiques majeures du SDRA ou des trithérapies seraient nécessaires en fait pour être vraiment efficaces. Dans le même ordre d'idée, en fait, l'utilisation des cellules souches a été proposée depuis plusieurs années, en fait, mais cette idée a été ramenée récemment en lien avec la RDS de COVID-19. Et en fait, c'est pas la seule idée, en fait, ancienne avenue qui a été ramenée. C'est le cas aussi de la colchicine et de l'hydroxychloroquine, qui est le dernier, en fait, tentative de traitement, en fait, dont Emmanuel va vous parler. Donc, moi, je vais vous donner juste un exemple, parce que c'est une saga qu'on entend dans les médias depuis un moment. Évidemment, on a beaucoup entendu parler de ce médicament qui pourrait avoir un effet antiviral, mais dont on n'est pas certain encore des effets convaincants et des effets secondaires. Donc là, c'est juste une illustration, une étude de phase 2 qui avait comparé 2 niveaux de chloroquine chez les patients. Et effectivement, plus on augmente la dose, plus les patients meurent, mais il n'y a pas de comparatif placebo. Puis on attend les études randomisées qui sont en cours. Il y a des mises en garde dans la presse, évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces études, et puis dans celle-là particulièrement, ils reçoivent des fois des co-interventions, et là, en l'occurrence, ils recevaient du Tamiflu et puis des antibiotiques. L'image prochaine, moi je pense que le message principal, c'est que, et c'est cette citation dans le New England, c'est qu'il y a des biais qui peuvent influencer notre perception de la science qu'il y a derrière certaines études et cohortes, et que les observations anecdotiques devraient seulement générer des hypothèses et être testées de manière rigoureuse avant qu'on ait une réponse pour ce traitement. La dia suivante. La mortalité des pneumonies Covid, elles ont été rapportées dans différents pays, différenciant de manière très disparate, entre 16 et 60% selon les populations étudiées, la proportion de patients aux soins intensifs. Il y a beaucoup de publications avec des données sur les issues cliniques. Il faut être prudent parce que c'est une fraction des patients. Puis beaucoup de ces publications, à un moment, elles apparaissent. Il y a encore la majorité de ces cohortes de patients qui sont encore ventilés et aux soins intensifs au moment de la publication. Cet exemple-là, par les Anglais, les UK, de courbe de survie, elle est assez bien faite parce qu'elle a été faite le 17 avril. Les patients qui sont rapportés en parenthèse en dessous du graphe ont été aux soins intensifs jusqu'au 16 avril et ces courbes, elles incluent également ceux qui sont encore aux soins intensifs au-delà de cette date. Donc, les patients qui ont survécu, c'est les lignes pleines.
Et ceux qui sont sortis des soins intensifs, c'est les lignes interrompues, elles sont représentées. On voit en bleu les patients qui étaient admis en ventilation mécanique aux soins intensifs. Est-ce qu'ils étaient dans une maladie plus avancée ou c'était détérioré de manière plus importante? Ils ont une survie qui est plus basse avec une mortalité plus haute, mais globalement, si on regarde la ligne noire, c'est à peu près 50-50. Et puis, c'est ce que les gens rapportent en Europe et puis sous nos contrées, mais je pense que malheureusement, il va falloir faire le décompte à la fin de tout ça. Et puis, on a encore beaucoup de temps à passer avant d'avoir les chiffres définitifs. Par contre, quand il y a d'autres organes qui souffrent en dehors du poumon, comme l'insuffisance rénale, et si on doit en plus les mettre sous dialyse, là, on augmente la mortalité de manière majeure. À 80%, c'est ce qui est rapporté actuellement dans plusieurs centres. La prochaine dia. Donc, Margaret Herridge, qui est une intensiviste pneumologue à Toronto, avait débuté ses études de suivi de corps de SDRA et elle me disait personnellement qu'après quelques semaines, elle avait plutôt envie d'ouvrir une consultation de psychiatrie que de pneumologue, qu'elle a quand même poursuivi ce travail dans son programme s'appelle Recover. Elle s'intéresse au devenir du SDRA. Et puis une partie des patients décèdent aussi après l'hôpital. Quand on voit dans le petit schéma à droite, là même quand ils sont sortis de l'hôpital, quand on les suit sur 1 année, 5 ans, il y en a une partie qui décède. Elle a surtout noté des atteintes motrices et fonctionnelles. Finalement, très peu d'atteintes pulmonaires, il y en a chez les patients survivants, mais qui ne sont pas majeures chez la plupart d'entre eux. Elle a aussi noté justement des pertes de poids et des troubles de motricité. Si vous voyez dans le schéma à droite du test de marche de 6 minutes, au bout de 5 ans, la moyenne des gens avait atteint le 70% de leur capacité du test de marche. Et évidemment, il y a des gens qui sont beaucoup plus diminués et puis il y a des jeunes qui sont presque à 100%. Mais quand même, il y a une diminution de la capacité fonctionnelle des patients après SDRA. Il y a aussi des atteintes cognitives, des atteintes de l'humeur, de la dépression, des désordres post-traumatiques. Puis on oublie souvent les proches aidants qui s'occupent de ces patients parce qu'eux aussi sont sujets à l'épuisement et puis à des atteintes psychiatriques. La référence que je vous ai mis en bas rapporte des atteintes du système nerveux central dans la COVID. Et ça pourrait peut-être expliquer une partie de ce qu'on observe chez les SDRA aussi, parce que c'est des grosses inflammations qui atteignent aussi, entre autres, le cerveau. Et puis, on va devoir suivre ces cohortes et on va devoir observer ce qui se passe par la suite. Donc, notre travail comme chercheur et comme clinicien, c'est de trouver des thérapies pour sauver les vies des patients. Mais le message de cette dernière diapo, avant qu'Emmanuel conclue, c'est qu'il faut que les patients survivent dans des conditions de santé qui soient acceptables, avec une qualité de vie qui leur satisfasse, et puis qu'on puisse mettre en place en post-soins intensifs un suivi des structures pour ces patients-là aussi. Je pense que c'est ça, ça fait le tour. En fait, je pense que la seule conclusion que je voulais ajouter, c'était que de tout ce qu'on a lu, il y a plein de données qui rentrent sans arrêt ces dernières semaines. Puis on voit clairement le besoin plus que jamais d'avoir accès à des données probantes, hein. Le besoin plus que jamais d'un engagement fort en fait de nos organismes subventionnaires et des gouvernements pour le soutien financier de la recherche en COVID-19, mais pas seulement en COVID-19, en fait, dans tous les domaines de recherche. On a besoin aussi des efforts concertés qu'on voit vraiment beaucoup ces dernières semaines, à la fois des chercheurs fondamentaux, puis aussi des cliniciens qui travaillent ensemble, qui se parlent quotidiennement. C'est un peu ce que la présentation d'aujourd'hui nous a permis de faire, en fait, de se parler encore plus souvent que d'habitude avec Emmanuel et moi. Et puis, finalement, pour finir, et montrer que c'est un travail d'équipe, en fait, tout ça, je voulais en profiter pour remercier toute mon équipe, en fait, de recherche fondamentale et translationnelle, en fait, à différentes occasions, en photo ici en différentes occasions, puis vraiment les cliniciens qui jouent un rôle primordial dans cette relation qu'on a ici et ces avancées qu'on a en recherche avec donc nos collaborateurs cliniciens, Pascal Ferraro, Charles Poirier, Martin Desrosiers, Emmanuel, qui est ici aujourd'hui avec nous, Michael Chassé, et puis qui m'ont ouvert les portes en fait du SDRA il y a 18 ans maintenant, Yves Bertium et André Dagenet, puis notre collaboratrice aussi de longue date ici au CHUM, Nathalie Gravon. Merci à tous pour votre attention. Merci, merci infiniment à tous les deux. Un très grand bravo. On peut pas vous entendrez pas si on vous applaudit, mais on vous
applaudi, c'était superbe et effectivement un très très bel effort d'arrimage entre les données expérimentales et puis les informations cliniques. Il y a les questions qui commencent à arriver. Avant, il y a une précision de Dr Sarfati, bonjour Marika, que le Kevzara, donc le sarilumab, est un anti-récepteur de l'IL-6 et non un anti-IL-6. Oui, oui, pardon, oui. Une question de Ahmed Menawa à tout le monde. Bonjour, est-ce que vous pouvez commenter sur deux sujets? Alors, je devrais tout lire. Bonjour et merci pour cette belle double présentation très instructive. Pouvez-vous commenter sur deux sujets? Un, le rôle du SARS-CoV-2 dans le développement de la fibrose pulmonaire post-SDRA, qui semble différente de celle des maladies pulmonaires interstitielles. Je vais vous laisser commenter là-dessus avant de passer au deuxième point. Tu veux répondre, Emmanuel? Tu veux que j'y aille? Mais moi, ce que je peux donner comme perspective, parce qu'évidemment, on donne les deux, le fameux cours MMD 6002 là, avec Hélène sur les mécanismes de la fibrose, etc. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul. Ce qu'on note dans les biopsies d'autopsie, là, c'est certains aspects de pneumonie organisante, mais encore une fois, c'est des anecdotes. Je pense qu'on n'a pas le recul pour savoir ce que devient la fibrose dans le COVID versus le SDRA classique. L'inflammation est là, l'activation de différents facteurs sont là. Évidemment, une partie des patients en SDRA développaient déjà des fibroses et d'autres pas. Mais je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir si au bout du chemin, c'est très différent. Pour ceux qui développent le full-blown ARDS classique, évidemment, ceux qui développent une pneumonie hypoxémiante sans la présentation classique, puis qui en restent là, est-ce que ça va faire un phénotype différent? J'en ai aucune idée. Je pense réellement, je suis d'accord avec Emmanuel, là, il va falloir se donner rendez-vous dans 6 mois, là, peut-être, pour savoir justement quel va être le développement et les analyses, en fait, de fibrose pulmonaire vraiment post-ARDS COVID. Là, c'est trop tôt. Là, on est encore pour pouvoir savoir l'évolution qu'il va y avoir dans le temps, en fait, chez ces patients. OK, deuxième point. Les fumeurs semblent être moins sévèrement affectés par la COVID-19. On savait qu'on allait l'avoir. Ben, je pense qu'il faudrait quand même éviter de passer le message, en fait, que fumer est bon pour la santé. Là, ça serait loin de nous, cette idée-là, en fait. Je pense qu'il faudrait aussi discerner l'aspect, ce qu'il en est chez les jeunes en fumeurs et les plus vieux aussi. Il ne faut pas oublier que la fumée de cigarette peut être aussi responsable de comorbidités, par exemple les maladies obstructives chroniques, qui sont un facteur de risque à la COVID-19 pour les patients infectés SARS-CoV-2. On peut imaginer qu'il puisse y avoir des différences à la fois au niveau, pour les patients qui sont donc soumis à la nicotine, éventuellement des changements épigénétiques sur l'expression de certains récepteurs aux protéines qui sont impliqués dans l'infection virale, des changements morphologiques qui pourraient avoir lieu aussi avec les cellules ciliées qui sont le site aussi d'infection au niveau des voies aériennes supérieures qui vont être modifiées en fait en lien en fait avec la fumée de cigarette. Là encore, je ne sais pas Emmanuel si tu veux compléter, là encore, il va falloir qu'on attende pour avoir vraiment des études qui puissent nous indiquer par quel mécanisme les fumeurs, en fait, protégés. Là, je ne sais pas, Emmanuel, si tu veux en rajouter, là, mais pour l'instant, à mon avis, c'est tout ce qu'on sait. Là. Mais il faut être prudent parce que c'est des études qui rapportent qu'il y a une proportion, les fumeurs avaient moins de proportion de Covid. Moi, je ne sais pas si c'est le fait de fumer, ça favorise la distanciation sociale. Moi, je m'éloigne des fumeurs dans la rue. Mais je pense qu'il faut être prudent dans des rapports épidémiologiques partiels et puis une cause à effet qui pourrait avoir un mécanisme sous-jacent. On pourrait avoir plein d'idées, on en avait discuté, mais je pense que c'est du domaine des hypothèses, mais il faut que ça soit vérifié clairement avant de s'y engager.
Justement, quand je vous parlais tout à l'heure des types d'échantillons en fait, qu'on pouvait utiliser, c'est typiquement une expérience qu'on pourrait faire, là, d'essayer d'infecter des cellules avec SARS-CoV-2 et exposer avec des filtrats de fumée de cigarette. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer expérimentalement. On pourrait essayer de voir en fait s'il y a des différences de réaction. Mais on n'est pas rendu là. Puis je pense qu'on pourrait mettre nos efforts ailleurs, à choisir. Oui, assurément. OK, merci. Boaz Lahab dit merci beaucoup, très intéressant. André Dagenet demande quel est le pourcentage de l'ARDS Covid où il y a peu d'œdème. C'est-à-dire que moi, je fais de la clinique de manière intermittente avec mes collègues, et puis il faudrait que je demande à mes collègues un petit peu ce qu'ils ont comme impression. Nous, localement, l'impression qu'il y en a quand même une grande proportion, mais tout est dans le timing d'arriver à l'hôpital, l'expression de la maladie, à quelle étape elle est. Évidemment, je pense que c'est une assez large proportion pour que même des leaders dans la ventilation mécanique se posent la question si c'est vraiment un ARDS ou pas. Il y a plusieurs papiers là-dessus. Et effectivement, il y a des patients qui restent avec ce phénotype-là. Il y en a d'autres qui évoluent. Il y en a d'autres qui arrivent avec la présentation classique de l'ARDS. Je ne peux pas donner un pourcentage précis. Mon impression, c'est que c'est au moins un tiers de ces patients-là dans ma pratique clinique. Mais évidemment, ça va demander d'avoir de larges bases de données sur, la mécanique pulmonaire, puis deux, l'imagerie thoracique chez les gens intubés avec un syndrome d'ARDS et faire la mesure. Mais c'est plus que quelques cas anecdotiques. Okay. Est-ce que tu penses aussi, Emmanuel, que ça serait plus un œdème interstitiel versus qui ne serait pas systématiquement alvéolaire? Je ne sais pas, il va falloir attendre. C'est perturbant parce que quand on les met sur le ventre, on passe d'un 100% d'oxygène à 40-50%. Donc, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est la vasoconstriction? Est-ce que c'est les thrombis? Est-ce que c'est la manière dont la perfusion ou le sang se distribue dans le parenchyme? Ça demande à être étudié. On est en train d'écrire un protocole qu'on aimerait faire en prône. Il faut que j'en parle avec mes collègues, mais effectivement, on n'a pas encore tout compris dans cette partie de la population qui a juste un œdème interstitiel, une dysfonction de la barrière, des thrombis ou peut-être d'autres phénomènes vasculaires qui font qu'ils sont très hypoxémiques sans qu'on note sur la radio une atteinte des alvéoles aussi drastique que celle qu'on voit habituellement. OK, merci. Roy Hajar demande, merci pour l'excellente présentation. Les anticorps monoclonaux et anti-interleukines sont actuellement classés par l'INES comme immunomodulateurs/suppresseurs qui pourraient augmenter les risques qui nécessitent des précautions additionnelles pour les professionnels de la santé. Il existe notamment un paradoxe où ils semblent aider du moins un peu. Pensez-vous que les limites des résultats des essais cliniques résident dans le moment plutôt tardif de leur commencement, une fois la maladie est plus sévère, et qu'il faut plutôt les débuter assez tôt? Les résultats des études, en fait, que je connais plus, en fait, qui sont plus les anti-inflammatoires plus généraux, comme les corticostéroïdes, notamment comme le métronidazole ou le dexaméthasone. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'était toujours très contesté, en fait, et le groupe qui était très pro ce type de traitement-là, de Médurie, là, ce qui semblait effectivement, il ne faut pas les donner trop tôt non plus pour préserver, j'imagine, la réponse immunitaire, mais ils avaient l'air de démontrer plus souvent des effets bénéfiques quand c'était donné relativement tôt. Tôt, je parle tôt en termes d'ARDS, pas tôt en termes d'infection. Et aussi chez des patients qui étaient des patients relativement jeunes, ça avait l'air plus efficace. Après, une fois que vraiment la tempête inflammatoire est passée, qu'il y a vraiment des bris, qu'il y a vraiment un dommage épithélial, de baisser, en fait, finalement, de donner des grosses doses d'anti-inflammatoires, du moins quand c'est le cas du dexaméthasone. Ça ne me semble pas être très efficace. Nous, dans notre esprit à nous, vient du fait que ça va nuire, en fait, à la capacité de réparation épithéliale. Donc, finalement, ça ne va pas aider à réparer la barrière. J'avoue que, je ne sais pas, Emmanuel, si tu en sais plus, toi, pour ce qui est des anti-IL-6 ou anti-récepteurs IL-6 ou IL-1-bêta, etc., est-ce que tu en sais plus par rapport à ça? Je ne sais pas si c'est le cas aussi, là, mais en tout cas,
C'est toujours Vas-y, utile Manuel. pour le système immunitaire activé, l'IL-6, c'est des marqueurs d'un système qui se défend contre quelque chose. Évidemment, à partir du moment où ça commence à faire des dommages collatéraux, on aimerait un petit peu éteindre le feu. Mais est-ce que de bloquer très, très précocement, ça pourrait changer quelque chose? Peut-être que ça pourrait moduler l'ardeur du système immunitaire, parce qu'on a des exemples dans le sepsis avec les anti-TNF-alpha. Hein. On pensait que c'était la panacée, puis on tuait les malades en leur donnant des anti-TNF-alpha. Donc, c'est utile, mais peut-être de bloquer complètement le système immunitaire de manière large, ça peut être délétère. On verra ce que les études nous disent. Pour revenir aux stéroïdes, les données qu'on a dans la H1N1 puis le SARS, le SARS en 2000, je pense que c'était en 2013, 3. voilà, 3. 2003, pardon. 12, 3, oui. Ouais, il y en a eu plusieurs. Donc, les données des stéroïdes qui étaient utilisés largement dans ces populations, après avoir revu les données, c'était plutôt un danger et puis c'était plutôt délétère et c'était donné très précocement souvent. On s'en Ce que reparlera j'ai vu, là, souvent. c'est que ce que j'ai vu, c'est que c'est pas nécessairement recommandé, là, les corticostéroïdes pour les patients Non, COVID-19, à part peut-être ceux qui ont une comorbidité, par exemple, de MPOC d'asthme. et d'asthme de MPOC, bien que l'asthme, ça a l'air moins. Mais plus, ouais, c'est ça, ou d'MPOC, ou à ce moment-là, bon, si les patients étaient déjà sur corticostéroïdes, éventuellement, on pourrait les laisser, là. Mais sinon, ça n'a pas l'air d'être nécessairement recommandé. Bonne transition MPOC sur la question suivante de Francis Rodier. Félicitations Francis pour ton FRQS. Bonjour, très bonne présentation. Est-ce que vous pouvez mettre en contexte le SDRA et la COPD ou MPOC et commenter sur le rôle potentiel des cellules sénescentes, ça vient de Francis, qui sont maintenant connues pour participer à la COPD? Tu connais quelque chose là-dessus, Emmanuel, des cellules sénescentes dans Non, le ben alors SDRA? Francis, peut-être tu pourras nous aider pour la partie sénescence parce que j'avoue que je ne connais pas trop. Ce que je dirais par rapport à COPD, ben, c'est sûr que les patients qui vont avoir des maladies obstructives chroniques, que ce soit le cas des patients COPD ou les patients atteints de fibrose kystique, c'est certain qu'à la base, ayant une défense finalement pour se défendre contre les infections, ça ne va pas aider. Donc, c'est sûr que ça met ces patients-là en danger. Il peut y avoir aussi chez les patients fibrose kystique, en tout cas, on sait que ces patients-là, quand ils ont des infections virales, peuvent partir en surinfection bactérienne aussi également. Et donc peuvent avoir des exacerbations. Donc, ça peut être toujours des facteurs en fait qui peuvent être impliqués. On parle beaucoup finalement de la comorbidité de COPD, mais j'imagine que pour d'autres types de maladies pulmonaires, c'est certain que ce soit des maladies obstructives ou restrictives, c'est sûr que du coup, on va pas, ça va être problématique en fait pour les patients. Peut-être l'exception de la partie asthmatique qui a l'air un peu moins problématique. Mais pour ce qui est de la partie sénescence, ben, c'est sûr que si j'ai réussi à vous convaincre en fait, dans le début de ma présentation de l'importance en fait, des cellules, notamment épithéliales, pour le bon fonctionnement, pour l'homéostasie du poumon, que ce soit au niveau des voies aériennes ou des alvéoles, bien, on s'imagine que à partir du moment où il y a déjà une atteinte, une comorbidité d'une maladie pulmonaire, qu'elle soit au niveau des voies aériennes ou des alvéoles, et qu'on a ensuite après donc une sénescence ou une apoptose en fait de cellules épithéliales, qu'elles soient au niveau des voies aériennes ou des alvéoles, ben, c'est certain que on va limiter donc la capacité d'oxygénation, d'échange des gaz, limiter la clairance mucociliaire, limiter la sécrétion de surfactants, etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, ça ne me surprend pas. Bien que peut-être, Francis, tu pourrais commenter sur la partie de sénescence que je connais moins. Bien, je peux mentionner, en fait, tu as très bien répondu, mais la raison pourquoi j'ai pensé à ça, c'est que le modèle de bléomycine que vous utilisez, c'est un modèle de COPD aussi. Puis, c'est assez bien démontré que la persistance de cellules sénescentes suite au traitement à la bléomycine est responsable des phénotypes à plus long terme, qui peuvent être atténués si on fait l'élimination, par exemple, pharmacologique des cellules sénescentes. Fait que ça, c'est vrai pour la COPD, mais je me demande à quel point ça pourrait être vrai peut-être dans une infection à COVID-19 où on pourrait avoir une activation de la sénescence qui pourrait contribuer à certains phénotypes pathologiques qui sont observés chez les patients. Ça sera à faire, ça fait un projet. Oui, on l'a déjà proposé, mais ça n'intéresse pas le FRQS pour l'instant.
Une date limite aux IRSC le 11 mai. Ouais. 11 mai, c'est ça. OK, on revient à 2 questions commentaires sur les fumeurs. Marika d'abord qui dit « Par analogie, les fumeurs sont protégés de la colite ulcéreuse mais pas de la maladie de Crohn. UC, atteinte épithéliale superficielle primaire. Quel est le pourcentage d'atteinte intestinale chez les patients Covid-19 ?» Donc, avec Emmanuel, on s'est attelé aux poumons, évidemment. Ce que je sais, moi, c'est qu'évidemment, dans la littérature des symptômes, il y a des gens qui se présentent avec des diarrhées, avec des douleurs abdominales. Il y a des groupes qui ont cherché le virus un peu partout chez les patients, puis qui en ont trouvé surtout chez les gens qui avaient des grosses charges virales, ils en ont retrouvé dans les selles. Il y en a certainement dans les urines. Il y a une étude de l'École polytechnique suisse qui a montré qu'on pouvait suivre des morceaux de virus puis les retrouver dans les eaux usées. Hein. Et puis la courbe, elle va suivre l'épidémiologie probablement. Puis ça serait peut-être un moyen de faire une surveillance populationnelle, mais on en reparlera. Ça va être fait, juste Manuel, avant que tu passes au reste, ça va être fait, c'est ça, ici au Québec. En fait, on a un collègue à Québec, Roger Lévesque, en fait, qui va probablement s'atteler à regarder donc, les traces en fait, de virus dans les eaux usées à Québec. Je te laisse continuer. Mais je n'ai pas de connaissances plus particulières. Ben, je pense que les gens vont, si on cherche, là, il y a sûrement déjà des publications d'histologie avec du virus dans l'intestin. Je suis sûr qu'on va en trouver si on avait cherché, mais ce n'était pas le focus de notre présentation. Donc, c'est tout ce que je sais actuellement sur le sujet, moi. Okay. Merci. Merci. Dernière question d'Annette Robichaud. Merci pour cette présentation. Un commentaire. Une publication vient de paraître indiquant une augmentation de l'expression de ACE2, donc l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, chez les fumeurs, ce qui pourrait indiquer une plus grande susceptibilité à l'infection par le virus. Je pense que c'est aussi, ça c'est mon commentaire éditorial, c'est aussi une explication qu'on a donnée, on en a un peu parlé la dernière fois, pour expliquer peut-être la gravité, augmentation de la gravité chez les patients diabétiques. Mais j'imagine que j'imagine du coup, là, c'est ça que les biobanques, en fait, justement, qu'on a mis en place, vont pouvoir aussi répondre à ce type de questions-là, en fait, pour essayer de voir les changements génétiques qu'il peut y avoir chez les patients, chez les différentes sous-populations de patients. Ça va probablement nous apporter un certain éclairage. On peut aussi utiliser des cellules primaires là, qu'on pourra les regarder, en fait, pour essayer de les exposés aux infections virales et à différents traitements aussi. On a une étude avec Martin Desrosiers aussi où on regarde l'expression, donc les changements d'expression génique de ACE2 puis de différentes protéines en traitement, avec différents traitements, notamment avec l'azithromycine là, qui est donnée en co-traitement aussi avec l'hydroxychloroquine dans les études qui sont faites notamment par Dr. Raoult. Tu peux commenter là-dessus? Étant un clinicien qui s'est intéressé un peu à la biologie fondamentale, puis voyant la façon dont on approche, puis on pose les questions, on est toujours très intéressé à un mécanisme. Il faut savoir, par exemple, que pour la fumée, dans la RDS, on disait que c'était un facteur de risque, mais en fait, c'est compliqué. Les gens qui sont diabétiques, qui sont fumeurs, ils s'infectent plus. Ils ont des problèmes de défense, ils ont des problèmes au niveau de leur barrière épithéliale, etc., qui fait qu'ils sont souvent plus susceptibles à toute agression extérieure. Donc, évidemment, de noter qu'un signal change parce qu'ils sont exposés à la fumée ou pas, et puis que ce signal, by the way, il est en lien avec un virus qui peut pénétrer, c'est souvent, je m'excuse du commentaire, souvent pour un clinicien, un raccourci qui ne nous satisfait pas toujours parce que ça empêche la vision un peu globale. Alors, je pense que de trouver des mécanismes, ça nous permet ensuite de générer des hypothèses pour aller essayer peut-être d'intervenir, puis d'un jour peut-être diminuer l'agression extérieure, mais il ne faut pas perdre faut pas perdre le recul sur le global de ces patients qui souvent ils sont porteurs de comorbidités, de comportements qui les mettent dans une situation de fragilité et de fragilité pour être infectés par tout agent infectieux. OK. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, un très grand merci à vous deux. Continuez vos efforts. Merci de l'opportunité. Merci Emmanuel
Emmanuel sans E d'être en première ligne, Emmanuel avec un E d'être en deuxième ligne. On se retrouve, Linda, corrige-moi si je dis des bêtises, mais je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine, donc le 8. Oui, le 8. C'est ça, Manon?